Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup aux équipes de Luco de nous accueillir dans leur château à Stalingrad. Merci également aux équipes de YouSign de contribuer, de participer à ce meet-up. Le 15 mars 2020, avec Mathias, on a lancé The Product Crew. On a reçu les statuts déposés de The Product Crew. On s'est dit trop bien. On va pouvoir faire des meet-up, plein de startups qui sont trop chaudes, plein d'amis qui sont trop chauds. On va pouvoir lancer ça. Et le 16 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé le confinement. Donc ça fait 2 ans qu'on attend de faire notre premier meet-up en physique, de mettre des visages derrière des noms. Et du coup, on est super content, vraiment super content d'être avec vous. Ça fait super plaisir d'être avec vous. The Product Crew n'a pas changé en 2 ans. On est toujours dans le même objectif, d'être au service de la communauté product et design en France. Pour ça, notre ambition, c'est d'être un peu un soutien à vos besoins en fait professionnels. Et ça passe aujourd'hui par 2 éléments. Le premier élément, c'est du partage de connaissances, un peu comme ce qu'on fait ce soir. Et le deuxième élément, c'est des sessions de recrutement hyper intenses et mensuelles. Yes. Et vous êtes 4000 à pouvoir vous inscrire, en bénéficier chaque mois, avoir accès à ces sessions. C'est assez ouf, on ne réalise pas trop nous-mêmes. Et chaque mois, on a des personnes qui récupèrent l'étoile de Mario Kart pour accélérer leur recherche et qui ont jusqu'à 20-25 maintenant mises en relation en 15 jours, quoi. Donc voilà, on est super fiers de ça et de voir évoluer. C'était l'instant du coup TPC et maintenant on va passer un peu au sujet de cette soirée. On voulait pour ce premier meet-up parler d'expérience utilisateur, de comment la rendre unique. Et on a avec nous ce soir deux équipes qui ont fait un taf assez ouf là-dessus. Donc voilà, c'est un peu le sujet du jour et on va tout de suite enchaîner avec l'équipe de Luco. On va vous donner le mic. On va leur laisser la parole. Voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions à la fin, donc gardez-les, on vous donnera 5 minutes pour les questions à chaque fois. Mais c'est parti. Merci du coup à Léa, à Constantin et à Fabien. Je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Moi, c'est Léa Joussaume, je suis Head of Brand and Communication chez Luco. Bonjour, moi c'est Fabien, du coup je suis Head of Product sur la Tribe User Acquisition. Et bonjour à tous, je suis Constantin, je suis Product Manager Engagement chez Luco. Et aujourd'hui, on va venir vous parler de Luco. Donc Luco, pour vous rappeler ou vous présenter qu'est-ce que c'est. Donc on est une néo-assurance habitation, donc on assure les appartements, les maisons, c'est obligatoire pour tout le monde. Donc on propose ce produit qui peut paraître assez chiant de premier abord. Aujourd'hui, en 3 ans et demi, et on est assez fiers, particulièrement moi, parce que je fais partie de l'aventure depuis le début, on est la première néo-assurance en Europe. On a plus de 300 000 clients et on s'est ouvert dans 2 pays. Donc, on est à la fois en France, en Allemagne et en Espagne. Et également, on a levé depuis le début plus de 70 millions d'euros auprès de top VC, dont Accel, Founders Fund. Et on va être plus de 200 employés également. Donc du coup, l'idée de base, c'était de passer d'un contrat totalement incompréhensible, de quelque chose qui est vraiment, vous êtes obligé d'avoir une assurance habitation, mais vous n'y comprenez rien, à enfin un produit qui soit simple, compréhensible et surtout utile. Remettre de la transparence et de la simplicité dans cette vieille industrie. Et on a décidé d'aller plus loin justement que ce simple contrat d'assurance habitation, et c'est ce que vous allez surtout voir ce soir avec la team product de Luco, c'est qu'on ne veut pas juste être ce bout de papier qui vient vous aider en cas de problème, on veut aussi être là avant, pendant et après. Donc on a développé aujourd'hui un écosystème qui vous accompagne de la recherche. Donc on a
un système qui s'appelle IMO pour chercher son appart. On vous aide à avoir un prêt en l'assurant. On fait de l'assurance emprunteur. Ensuite, on peut vous aider si vous voulez louer votre appart à trouver le bon locataire. Ensuite, on assure toutes sortes des apparts, des immeubles, des maisons, des résidences secondaires, un château en Espagne. Et également, après, on va faire de l'accompagnement, donc on fait du monitoring sur le logement. Et également, on vous aide à réparer votre logement et à trouver le bon artisan. On a développé aussi Dr House, qui est le premier service de téléconsultation du logement. Donc, si vous avez fait sauter les plombs et que vous ne savez pas le réparer tout seul, vous n'avez pas forcément quelqu'un qui bricole à portée de main, vous pouvez nous appeler en visio et on vous aidera. Et du coup, ah oui, et l'org chez Luco, ça vous pouvez peut-être trouver ça intéressant. C'est pas une org que toutes les boîtes partagent, mais on trouvait que c'était assez intéressant pour que vous compreniez comment on fonctionne chez Luco et pourquoi, par exemple, Constantin est sur l'engagement et pas sur un autre produit. C'est parce qu'en fait, on est divisé en tribes. Donc, c'est l'élément que vous voyez ici qui est vertical. Donc, une tribe, ça pourrait être une sorte de business unit. Donc, il y a la tribe acquisition. Leur but, c'est d'aller chercher des clients, de faire du business. Il y a la tribe moment of truth. Donc, c'est quand on est face à un client qui a un sinistre, l'idée, c'est de s'en occuper. Vous avez la tribe new business. L'idée, c'est de lancer des nouveaux business, des nouveaux services. Et chaque tribe est une business unit et peut être aidée par des chapters qui sont des équipes en verticale qui viennent contribuer à la réussite de chaque business unit. Donc, vous avez notamment le chapter product ou le chapter design ou le chapter brand. Tous les jours au quotidien, on travaille avec l'ensemble des tribes où on se spécialise sur une tribe pour venir l'aider et faire en sorte qu'elle accomplisse son destin business. Et ce qui est intéressant du coup avec cette organisation, c'est que chaque tribe est assez indépendante et que toutes les fonctions cross travaillent très étroitement ensemble. Et ça permet comme ça d'être très agile sur chacune des verticales et pouvoir atteindre plus sûrement nos objectifs. Et chaque product est effectivement dédié au périmètre de sa tribe. Donc que ce soit Constantin plutôt sur l'engagement et sur la rétention, ou que ce soit de mon côté plutôt sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et après, bien sûr, il y a des process, il y a des cérémonies pour s'assurer comment on gère les dépendances, comment on gère les adhérences. Et ça se fait plutôt bien jusqu'ici. Et un produit sexy, ça commence aussi par une brand sexy et vice-versa. C'est vraiment deux fonctions qui vont bosser beaucoup ensemble chez Luco et qui vont s'influencer. Donc, on a pas mal de process et de réunions communes pour être sûr qu'au quotidien, l'expérience client est géniale grâce au produit et grâce à l'image de marque. Donc, comment faire une brand sexy en 1 minute top chrono. Donc, bien sûr, on n'a pas la recette secrète, mais c'est comme le product que vous connaissez très bien, c'est des études du marché, des études de consommateurs qui vous permettent de trouver où vous allez vous positionner, où est la faiblesse du marché, où est le besoin du marché. Et ensuite, ce qui constitue particulièrement notre brand chez Luco, c'est vraiment les 3 choses que je vous ai mises, à savoir on a un univers visuel qui est très différenciant et on produit du contenu qui va vraiment attirer les gens et vont se sentir plus en confiance, ils vont se sentir devant quelque chose qui est enfin simple, transparent, à ma portée. Ça va être également un tone of voice. L'idée, c'est d'arrêter de parler aux gens dans l'assurance comme si c'était des avocats ou comme s'ils connaissaient tout cette espèce de jargon très compliqué. C'est de leur parler comme des humains qui vont comprendre, qui sont assez intelligents pour comprendre, mais leur donner les clés pour comprendre. Et c'est également avoir une proposition de valeur qui est différenciante. Ce qui est hyper important pour nous, c'est de remettre vraiment l'utilisateur au centre, qui avait été totalement délaissé de l'industrie de l'assurance, et surtout de le délivrer un petit peu du conflit d'intérêts inhérent à l'assurance, à savoir que d'habitude, quand vous payez votre cotisation, vous ne savez pas trop comment elle est utilisée. Et il y a cette espèce de conflit, à savoir qu'à chaque fois que l'assurance vous rembourse, c'est un peu de moins d'argent qu'il a à la fin de l'année dans sa poche. Donc du coup, chez Luco, on a décidé d'adopter un modèle de rémunération qui est transparent. 30% des cotisations, c'est pour nous, c'est pour payer l'équipe, c'est pour payer le fait qu'on vous délivre le meilleur service. 70%, c'est pour régler vos problèmes, en cas de problème, tous les sinistres. Et s'il reste de l'argent à la fin de l'année dans cette poche commune, il est reversé à des associations que vous aviez choisies au moment où vous signez votre contrat. Il ne va pas dans notre poche. Donc finalement, on n'a pas intérêt à ne pas vous rembourser parce qu'on n'y touchera pas à cet argent. Et vous n'avez pas d'intérêt à nous frauder parce que, de toute manière, ce n'est pas nous que vous fraudez, c'est les autres personnes du pot commun et les assos. Donc ensuite, cette marque sexy, il va falloir la distiller sur l'ensemble du product journée parce qu'une fois que vous avez attiré les gens avec la com, c'est hyper important qu'ils continuent de rester dans votre univers visuel. Et donc, c'est hyper important de collaborer avec le produit pour continuer à le distiller sur la partie acquisition avec Fabien ou sur la partie rétention avec Constantin. Et une fois que vous avez fait ce super travail de symbiose de brand et product et que les gens sont totalement dans votre univers, et ben là, à ce moment-là, vous pouvez leverager le produit pour en faire un de vos premiers assets marketing. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à une pub de Luco, mais c'est vraiment un des premiers assets et c'est vraiment ce qu'on met le plus en avant.
C'est notre product chez Luco, c'est notre home page, c'est ce qui finit nos clips à la télé, c'est ce qui fait nos meilleures pubs sur Facebook ou sur Instagram. C'est vraiment mettre en valeur ce produit qu'on a mis du temps à construire et qui plaît aux clients. Du coup, pour qu'il lui plaise, il faut déjà séduire le client d'une certaine manière. C'est ce qu'on va vous expliquer là sur les quelques slides qui suivent, et notamment aussi la collaboration très forte qu'évoquait Léa entre brand, product et aussi d'autres fonctions plus marketing and growth. Donc, globalement, souscrire à une assurance, c'est quand même plutôt chiant. Enfin, je connais peu de gens qui font ça par plaisir ou qui prennent un plaisir à cette activité. À la différence, par exemple, de rechercher un appartement sur Airbnb où on peut passer beaucoup de temps à parcourir les différentes annonces afin voilà, de se faire un peu plaisir. Ce qui est intéressant avec un produit qui est chiant, c'est que du coup, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, en tout cas a priori. Et ça va être le point de départ finalement de toute la réflexion sur le fait de séduire un client. Ça va être déjà de s'intéresser à ses pain points pour comprendre globalement quel est le problème dans l'assurance. Donc c'est là où justement on travaille beaucoup avec nos user researchers, avec nos product designers pour justement faire des études, aller voir nos utilisateurs et comprendre les pain points. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a plusieurs pain points que vous avez peut-être déjà expérimentés, enfin que moi personnellement j'ai déjà expérimenté quand j'avais souscrit à d'autres assurances que Luco, qui sont un manque de transparence, où on n'est pas forcément très serein sur ce qui est compris dans le contrat et ce qui n'est pas compris, mais également la longueur en fait de la souscription. Ça peut prendre vraiment une plombe. Et enfin, le dernier, c'est parfois une UI ou une UX qui n'est pas toujours très engageante, très désirable justement. Donc toute la réflexion, c'est vraiment de partir de ces pain points et de savoir comment est-ce qu'on peut les adresser au fur et à mesure du user journey, en les segmentant. Donc là, je vous ai mis deux petits exemples de nos main persona. Bon, globalement, je pense que vous pouvez absolument rien lire, mais c'est nos deux personas primaires. Le premier, c'est un persona, on va dire, assez utilitaire. Ça pourrait être moi, c'est-à-dire j'ai besoin d'une assurance, je suis locataire, j'ai envie juste que ce soit simple et rapide. Et un deuxième, qui est plutôt quelqu'un qui a acheté son logement, qui a déjà des biens, qui a peut-être une famille, et qui, lui, va vouloir vraiment personnaliser son produit Luco. Et du coup, l'idée, c'est derrière de construire finalement des fonctionnalités, des parcours qui permettent de répondre à chacun de ces jobs to be done. Alors, pour toujours être proche des considérations et des pain points de nos users, on a une boîte à outils qu'on aime bien utiliser fréquemment. Alors, l'idée, c'est bien sûr d'avoir un customer journey extrêmement clair, ce qui permet aussi de donner de la visibilité aux équipes, à l'équipe de Léa, par exemple, aux équipes marketing, sur les différents touchpoints et les pain points qui sont associés. Donc, pareil, je suis pas sûr que ce soit extrêmement lisible, mais l'idée, c'est de découper le journey par étapes et d'y associer des émotions, qu'elles soient positives, que ce soit de l'émerveillement ou que ce soit l'inverse, plutôt de la frustration, ou alors un peu de l'inquiétude, notamment qu'on arrive sur la page pricing, qu'on voit son prix affiché, qu'on voit des garanties potentiellement qui ne correspondent pas à son besoin. Le deuxième, c'est de faire du customer feedback en continu. Donc pour ça, il y a des initiatives de product, de user research qui sont menées en permanence sur nos principaux pain points. Et il y a aussi des choses très actionnables que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises si vous le souhaitez. J'ai mis un exemple avec Ojar, par exemple, qui propose notamment une feature de user feedback où, en gros, à chaque fois qu'un utilisateur va quitter la page pricing, on lui fait popper une petite pop-up, justement, où il peut exprimer est-ce qu'il y avait des informations qui étaient manquantes. En gros, on lui demande pourquoi il part et on récolte comme ça beaucoup de feedback entrant qu'après on catégorise, qu'on labellise, qu'on suit chaque semaine. Et comme ça, on a en permanence une vision assez nette des pain points de nos users. Et enfin, le dernier outil plus classique, c'est évidemment de faire des funnels de conversion, parce que nous, chez Luco, c'est quand même un modèle très e-commerce, c'est un funnel. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, finalement, où est-ce qu'on perd des utilisateurs? Et les feedbacks qualitatifs et quantitatifs s'alimentent l'un l'autre. On part toujours du quanti pour comprendre où est-ce qu'on a des drops. Et une fois qu'on a identifié un drop, on va un peu le creuser, justement, à travers ces interviews, à travers ces surveys Ojar. Et ça nous permet comme ça d'être toujours très proche de leur pain point et du coup de proposer une solution désirable. Et du coup, c'était aussi tout l'objet de notre talk, c'était effectivement que ce soit un talk product, mais c'était aussi de faire le lien avec la brand et de montrer que pour créer un produit sexy, finalement, il y avait cette collaboration qui était nécessaire. Donc, concrètement, comment ça se passe? L'idée, c'est d'avoir une UX qui soit à la fois très bien pensée. Donc là, c'est évidemment le rôle des product designers de penser à une UX et une UI qui soit justement un peu plus jeune,
un peu plus désirables que ce qu'on peut voir sur, sans faire du name dropping, sur des sites comme la Maïf ou ce genre de choses, où les parcours sont efficaces, mais c'est peut-être pas très joli à voir en permanence, donc il y a quand même cet attrait à mettre en place. Mais également avec le marketing ou avec le CRM, pour justement, quand un utilisateur n'a pas trouvé une solution à son problème et qu'il quitte le site, qu'on puisse derrière lui envoyer des séquences CRM qui soient bien pensées, qui soient personnalisées, de manière à lui apporter les informations qu'il n'avait peut-être pas eues et pour, in fine, le faire souscrire. Et enfin vient le point en fait de garantir une consistance sur l'intégralité en fait du parcours utilisateur, parce que du coup je parlais effectivement plutôt de la partie user acquisition qui est vraiment mon domaine, mais après et donc Constantin pourra vous détailler un peu plus sa partie, mais c'est comment est-ce qu'on garantit finalement une unicité de ton, de solutions à apporter tout au long du parcours. Et l'idée c'est de commencer à définir du coup des grands principes qui vont servir de guidelines pour justement construire cette solution désirable. Le premier, ça va être évidemment la rapidité, le fait qu'un utilisateur puisse rapidement souscrire à son assurance habitation, et ce qui est parfois un pain qui est relevé par de nombreux users. La transparence, dont parlait Léa, et on va encore creuser le sillon de la transparence dans les prochains mois. Et enfin, le dernier, c'est la pédagogie, surtout sur un produit qui est un peu abstrait, où les gens se posent beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et l'idée, c'est vraiment, via des petits tooltips, via des petites phrases, d'expliquer exactement ce que sont des termes parfois un peu abstraits et abscons, comme ce qu'est une franchise, par exemple, comment ça fonctionne. Et voilà, donc ces grands principes vont nous guider tout au long du Customer Journey. Et du coup, je vais laisser Constantin... Après avoir passé les slides, c'est à moi de parler. Alors, moi, je vais vous parler du coup de la phase d'engagement, c'est-à-dire que votre client vient d'être acquis, c'est bon, il est chez vous, mais tout ne doit pas s'arrêter là, pour une raison simple, sinon il repart assez vite. J'ai pris l'exemple des USP, donc les User Selling Proposition. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les perdre de vue une fois que le client est chez vous? Tout simplement parce que sinon, il va être déçu. Ma petite tagline, c'est « Après la rencontre, une belle histoire peut commencer, mais tout ne doit pas s'arrêter là ». Globalement, la recette, en 4 points, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la simplicité, déjà. On parlait depuis tout à l'heure de vulgariser, notamment. L'assurance, c'est pas quelque chose de très sexy, c'est quelque chose de presque chiant, comme disait Fabien. Franchise, sinistre, dégâts des eaux, état des pertes, ça parle à peu de personnes. Et justement, il va pas falloir imposer cette complexité au client. Il va falloir aller vers lui expliquer de manière compréhensive et abordable, à la portée de tous, avec des mots qui sont clairs. On va guider, on va aller étape par étape. Quand un client a un problème, l'objectif, c'est pas qu'il trouve la réponse par lui-même ou qu'il aille trouver sur notre flow les choses. Il y a énormément de choses. On est une assurance, on peut gérer son contrat, déclarer un sinistre. L'utilisateur, il doit être guidé impérativement dans toutes ces étapes de sa vie du client. Et c'est pas à lui d'aller trouver les choses, d'aller faire la démarche, d'aller vers l'assureur, qui doit être plutôt proactif. En tout cas, c'est la vision qu'on a chez Luco. L'usabilité, on reprend quelque chose qui a fait un peu le succès de Luco sur l'onboarding, c'est une étape, une question. Et c'est hyper important. On est sur des choses qui sont complexes. Vous imaginez, vous venez de cambrioler. On ne va pas vous poser un formulaire entier de questions à la suite. Vous n'allez rien comprendre. On va y aller étape par étape. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. La satisfaction, c'est hyper important. Fabien parlait de mesurer et de comprendre pourquoi les clients partent. Une fois qu'ils sont chez vous, c'est important de mesurer à tous les moments du parcours, savoir s'il est toujours satisfait et sinon, aller capter des informations dans la mesure du possible. Donc, on va beaucoup utiliser le NPS chez nous, avoir plusieurs NPS à différents endroits. On va avoir des NPS au niveau du service client, des NPS au niveau des plateformes, etc. C'est important de merger toutes ces informations et pas que chaque équipe la garde dans son coin en disant moi, mes clients sont satisfaits quand ils viennent me contacter ou alors quand ils viennent gérer le contrat. L'idée, c'est vraiment d'avoir une base commune, de le partager pour avoir quelque chose qui est cohérent de A à Z. Et du coup, la cohérence, c'est discussion entre toutes les équipes, le fait d'être aligné, que l'expérience, elle soit cohérente, hein, c'est-à-dire que mon onboarding était super, il était sexy, ma brand est plutôt cool. Derrière, il faut que mon CS, donc mes équipes service client, pas mes, hein, les équipes de Luco, désolé, les équipes service client, les équipes sinistres, les emails qu'on envoie, ils soient tous sur une même longueur d'onde, c'est-à-dire avec des choses simples, cohérentes et vulgarisées pour le client. La déclaration de sinistre, je vous ai choisi quelques slides. C'est pas moi qui m'en occupe chez Luco, donc je
Je salue rapidement la personne qui s'en occupe chez Luco et qui est actuellement au fond de son lit, totalement covidé. La déclaration de sinistre, donc vous voyez, une étape, une question, avec des choses qui sont aussi un peu novatrices, parce qu'on ne va pas aller faire qu'un formulaire. Donc là, la première, on va essayer de sizer le dégât, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est énorme problème ou quelque chose? Vous voyez que c'est un mix. Donc là, c'est des choses qui viennent des équipes product design. C'est un mix entre la simplicité et aussi des adhérences expérientielles, c'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs en fonction de la gravité. Ça peut paraître rien, mais en fait, c'est très compréhensible par le client, notamment quand il a un problème, il va cliquer machinalement sur les boutons. L'idée, c'est de l'orienter le plus possible. Quand vous avez un sinistre chez Luco, au lieu de vous demander d'écrire un pâté, on va simplement vous demander de faire une vidéo, de nous montrer ce qui se passe. Ça va servir au client parce que c'est plus simple que d'écrire plein de choses qui ne vont pas forcément nous servir. Donc, on va le guider sur l'écran. On va lui demander de filmer sa tête d'abord, de filmer son dégât. Pourquoi est-ce qu'on va lui demander de faire ça? Parce que c'est plus simple que de faire des photos pour une raison qui est simple. Je ne sais pas pourquoi. Quand les gens ont des sinistres, une fuite par exemple, ils nous montrent la fuite, mais à 2 cm environ. Donc, c'est-à-dire que derrière, c'est des interactions supplémentaires avec les clients qu'on aurait pu éviter en amont. Et donc là, c'est ce qu'on fait. On va lui demander de filmer son dégât de près, de loin. L'idée, c'est derrière d'améliorer tout le parcours. Du coup, la barbe ne fait pas le philosophe, hein, et on va y aller un peu plus sur la gestion de sinistres. Il y a 2 pendants chez nous. Donc, le fait d'avoir une expérience qui est simple au niveau du client et aussi le fait d'avoir une expérience qui est robuste et conçue pour les personnes qui vont gérer les sinistres chez nous. Peut-être que dans vos équipes, vous gérez beaucoup de choses avec des fichiers Excel, des Google Sheets. Historiquement, dans l'assurance, on gère les sinistres avec un Google Sheet. Donc, vous êtes une ligne dans un Google Sheet. Votre gestionnaire d'assurance vient mettre à jour la ligne. Et vous, derrière, vous n'avez pas accès au Google Sheet, vous n'avez aucune information, peu de visibilité. À la rigueur, vous l'appelez, mais ce n'est pas très agréable. Et c'est compliqué à gérer. Un sinistre sur Google Sheet, mettre des photos, etc. Pas quelque chose de très sustainable, comme on peut dire. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? On a créé un outil de gestion de sinistre fait maison, donc fait par et pour les gestionnaires de sinistres en interne, pour faire en sorte que le travail soit simple, efficace, qu'il y ait tout au même endroit, et aussi d'automatiser un maximum de choses, donc une partie des communications clients et compagnie, et surtout la possibilité de donner de la visibilité à toutes les étapes. On va avoir un claim manager, comme on les appelle, donc un gestionnaire de sinistre chez nous, qui va passer une étape, par exemple, je vois pas très bien ce qui s'est passé quand même sur les photos, ou alors j'ai besoin de mieux chiffrer un dégât. Je vais demander à un expert de passer chez vous. Théoriquement, si c'est un courtier qui gère votre problème, vous ne savez pas, c'est écrit dans un fichier où on vous appelle. Là, chez Luco, tout est écrit sur l'application. On vous explique pourquoi on fait passer un expert, quelles conséquences ça va avoir, sous quel délai, parce que ça peut être plus ou moins long quand on ne le maîtrise pas. Un tas de choses pour améliorer la transparence. Le dernier point, qui est pas un tout en soi, mais qui est hyper important, c'est l'automatisation. L'automatisation, donc, ne fait pas tout. On ne peut pas tout automatiser, malheureusement. Mais l'objectif, c'est que quand ça améliore la vie des équipes, que ça leur permet de se concentrer sur le plus utile, et quand ça améliore aussi la vie du client, il ne faut pas hésiter. Pour nous, c'est un cas d'usage qui est très simple. On a commencé l'automatisation quand on a racheté un acteur allemand qui avait énormément de sinistres de chiens et de chats. Donc, un chien et un chat, c'est à peu près comme vous quand vous allez chez le médecin. La sécurité sociale transmet à votre mutuelle. Imaginez qu'à chaque fois que vous allez chez le médecin ou à la pharmacie, ça fait un sinistre. Et donc, à la fin, quand vous vous appelez Luco et que vous n'êtes malheureusement pas à la sécurité sociale, ça fait un backlog énorme à gérer. Et donc là, il faut faire appel à un peu d'automatisation, d'intelligence. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les équipes ont fait? Elles se sont appuyées sur quelque chose qui s'appelle l'OCR, donc la capacité à reconnaître ce qu'il y a dans un document, à lire et à faire en sorte, notamment, quand on reconnaît la pathologie du chien ou du chat qui s'appelle Pito, qu'on voit qu'il est malade, qu'il a été chez un vétérinaire et qu'il a payé pour 40 €, on va générer le remboursement automatiquement. On ne va pas demander à quelqu'un de faire une vérification manuelle. Ça a assez peu d'impact et surtout, ça permet pour le client de fluidifier l'expérience. Voilà, vous avez un aperçu global de pourquoi est-ce qu'on a choisi ça. Pour terminer, on s'est dit que ce serait pas mal de vous communiquer quelques tips en termes de gestion de produits au quotidien, parce que le fait d'avoir un produit très cool, ça doit se réinventer tous les jours et c'est important de collaborer entre les équipes. Et c'est pas acquis, notamment quand les équipes grandissent. C'est un peu compliqué d'assurer une cohérence. Aujourd'hui, chez Luco, on a une équipe produit de 12 personnes. Produit, c'est product manager, product designer,
les head of product. Il faut assurer une cohérence de tout ça à toutes les étapes du parcours, souscription, gestion du contrat, gestion des sinistres et ou fin de vie de l'utilisateur éventuellement quand il décide de quitter Luco. Pour ça, il faut apprendre à avoir des périmètres clairs. C'est peu simple quand une entreprise est assez petite. On a tendance à tout faire. Il ne faut pas hésiter quand l'entreprise grandit à savoir splitter les périmètres, même si c'est très attrayant pour avoir été dans d'autres expériences plus jeunes, un PM qui avait envie de tout faire, hein, de gérer l'acquisition, la rétention. Malheureusement, quand on fait tout, on ne fait pas tout bien et on fait en général les choses plus mal. Donc, le fait de splitter les périmètres est hyper important. On favorise l'écrit énormément. On est sur Notion, on documente beaucoup de choses. On le documente avant même de commencer les choses. Tout ne commence pas à la roadmap, commence même en amont au moment de l'analyse du besoin, par exemple. Et donc, on documente tout sur Notion. Ça permet de gagner du temps, d'éviter des meetings qui sont parfois superflus en communiquant de manière asynchrone, en publiant des commentaires, etc. Une fois qu'on est sur des phases où on commence à approcher, où on s'est mis d'accord, ben là, on va se réunir pour clarifier et mettre en œuvre. On a quelque chose qui est chez Luco qui est assez cool, c'est les Monthly Product Review. Qu'est-ce que c'est? C'est les équipes produits, ou en tout cas dans chaque tribe et chaque squad qui vont communiquer à tout le monde. C'est hyper important quand on est product manager, product designer ou n'importe quoi, de ne pas sous-estimer l'importance de la communication. Vous ne faites pas un produit pour vous, vous le faites d'abord pour vos utilisateurs, hein, mais les ambassadeurs du service, c'est tous les gens dans votre boîte, donc notamment tous les gens chez Luco. C'est important qu'ils sachent ce que vous faites, pourquoi vous l'avez fait. Donc, pourquoi est-ce que j'ai rajouté ce petit bouton jaune sur la page qui sert à déclarer un sinistre et qu'est-ce que ça va apporter aux utilisateurs. Donc, dans les product reviews, tous les mois, il y a ça, mais il y a aussi des analyses. Donc, c'est-à-dire qu'on va se resservir des outils dont parlait Fabien tout à l'heure. On va communiquer des dashboards Looker qui sont clairs, ciblés et qui montrent l'impact de ce qu'on a pu faire ou en tout cas la métrique qu'on essaye d'impacter avec une nouvelle fonctionnalité, par exemple, et on va le suivre d'un mois à l'autre. On repartage aussi des choses parce que toutes les équipes travaillent, la user research, le design, les équipes service client, elles travaillent au fur et à mesure, elles produisent de la user research, des deep dives qu'elles font parfois, et c'est important de tout synthétiser par groupe de produits. Donc, par exemple, moi, je fais quelque chose pour l'engagement et c'est hyper important que tout le monde ait la vision claire sur l'ensemble du périmètre. Et communication 360, j'ai déjà tout dit. Une construction, pour finir, commune des roadmaps, ça peut paraître simple, ça peut paraître compliqué à la fois, ça ne s'improvise pas forcément. Et globalement, c'est beaucoup de cohérence, beaucoup de discussion, beaucoup de documentation. Il ne faut pas hésiter à faire confiance à vos pairs, c'est très important. Si vous ne faites pas confiance à la personne qui gère la squad à côté, c'est mal parti, entre guillemets. Donc, faites confiance, communiquez un maximum et documentez. Du coup, si on a réussi à vous convaincre que l'assurance pouvait être un secteur désirable, du coup, on a pas mal de postes qui sont encore ouverts côté product, aussi bien des postes de product manager growth, plutôt de mon côté, des rôles aussi de product manager plutôt à l'international. Et je sais aussi que sur la personne qui malheureusement est covidée, donc plutôt côté claim, il y a aussi quelques rôles de PM très intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci pour ce cri du cœur. Et du coup, si vous avez des questions pour l'un ou l'autre d'entre nous, on sera du coup ravis d'y répondre. Non, j'avais deux questions. J'ai vu qu'il y avait main persona et secondary persona. Donc, je me demande, vous avez que 2 personas pour tous vos projets déjà? En fait, on a un peu plus de personas. Enfin, on avait segmenté, et d'ailleurs, je crois, Léa, que tu avais travaillé dessus. On avait personné de manière un peu plus fine, en fait, nos différents personas. Il y en avait effectivement beaucoup plus granulaires, mais globalement, une vision plus macro, ce qu'on actionne, c'est vraiment les 2 principaux que je vous ai présentés. Même si derrière, on va utiliser l'un ou l'autre de tes sous-personas pour justement avoir quelque chose de plus fin, quoi. D'accord. Mais en gros, à chaque fois que vous faites une nouvelle feature, un nouveau projet, ça doit répondre aux besoins de ces 2 personas. Oui, c'est ça. Sachant que dans chacun des personas, il y a des sous-personas, par exemple des propriétaires, des locataires,
qui vont pas avoir exactement les mêmes besoins et auxquels les solutions sont pas forcément toujours les mêmes. Mais donc, on va avoir quand même ces deux grands macro-personas. Ok, ça marche. Et deuxième question, si ça ne dérange pas. La question qui, je pense, fâche, vous collaborez comment avec les développeurs? De manière assez normale et plutôt saine, je l'espère. Il y a quelques développeurs de l'équipe dans la salle, donc ils pourront peut-être mieux s'exprimer que moi, notamment au fond à droite. Les rituels, tout ce qui est rituel, tout ce qui est analyse de faisabilité. Ouais, je sais pas, genre, je vais peut-être laisser Constantin répondre. Yes. Je reprends ce que je vous disais tout à l'heure pour le reste de l'équipe. Du coup, collaboration et transparence, c'est hyper important. Le développeur, il ne doit pas être impliqué dans l'évolution du produit. Une fois que la roadmap a commencé, une fois que vous présentez la roadmap, il ne doit pas apprendre la roadmap le jour où vous la présentez. L'idée, c'est d'arriver déjà en amont d'un quarter à préparer les choses avec les développeurs, soit avec le lead dev quand vous en avez un, ou avec des membres de l'équipe quand c'est possible. Sur du quotidien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de manière assez simple des daily, on va faire des sprint start et des sprint end. Chez nous, on appelle ça comme ça. On va faire une rétrospective. On l'avait pas mis en place, la rétrospective, en se disant pendant longtemps que ça n'avait pas forcément un impact. Et l'ensemble des équipes, je pense, ont pu voir l'impact derrière de la rétrospective, le fait de parler et de donner les retours. Parce que je peux vous donner pas mal de conseils là, mais en soi, les retours, ils viennent de l'équipe principalement. Ils s'adaptent à l'une ou l'autre des équipes. Il n'y a pas de recette miracle. Donc, c'est hyper important d'aller faire des rétros pour derrière écouter qu'est-ce qui ne va pas, si la méthode de faire que le PM propose convient pas pour X ou Y raison, parce que les tâches sont trop grosses, parce qu'elles sont pas assez spécifiées ou n'importe quoi. Ça viendra de l'équipe. Donc, d'abord, aller écouter l'équipe et ses besoins. Je sais pas si ça a répondu à ta question ou pas tout à fait. On va encore prendre une ou deux questions. Merci pour votre présentation. Une petite question, vous avez parlé du coup de l'équipe, de la Tribe, pardon, qui s'occupe du lancement des nouveaux produits. Et je voulais savoir comment est-ce qu'elle était alimentée. Est-ce que c'est plutôt du business qui va leur donner une roadmap ou est-ce que c'est plutôt de la discovery qui va alimenter leur backlog ou un mélange des deux? Je dirais un mélange des deux maintenant, mais au début, c'était très business et intuition. On se disait, tiens, il manque ça, il faudrait qu'on teste ça. C'était beaucoup d'intuition. Je pense que jusqu'à un an et demi. Et là, maintenant, on s'est beaucoup plus professionnalisé sur le product et la user research. Et maintenant, c'est principalement alimenté par de la market research qui nous permet d'alimenter l'équipe new business. Après, tu peux pas non plus lancer des business units toutes les 5 minutes. Donc, on lance pas non plus 100 nouveaux produits par an. Et cette tribe, elle lance vraiment les choses très impactantes. Elle va pas lancer des nouvelles features, elle va lancer un nouveau pays, un nouveau service ou une nouvelle assurance. Dernière question. Est-ce qu'on a quelqu'un? Alors, moi, je voulais savoir comment vous bossez avec l'équipe qui fait du no-code, parce que je sais que vous avez une équipe chez vous qui fait du no-code et que j'aime bien ce sujet-là. Alors oui, on a effectivement une équipe qui fait du no-code. Comment on travaille avec eux? On est encore en voie justement de créer des process et de plus travailler main dans la main. Le no-code, c'était vraiment utilisé pour assesser, en fait, générer un peu de traction sur le produit, tester le problème solution fit et voir après tenter d'avoir un product market fit. Globalement, ils sont très indépendants. Il y a beaucoup d'allers-retours avec eux néanmoins parce que globalement, c'est des produits toujours e-commerce, donc toujours des funnels. Donc en fait, les problématiques qu'on se pose sur notre site web, ils se posent les mêmes questions, avec leur outil de no-code qui est Bubble. Et du coup, grosso modo, ils sont très très indépendants pour avancer dessus. Et par contre, on fait un peu des allers-retours pour justement comprendre sur leur funnel où est-ce qu'ils ont des drops, essayer de les solutionner ensemble. Et là, l'objectif notamment qu'on va attaquer prochainement, ça va être tous ces outils qui sont sur des no-code. On commence finalement à percevoir les limites finalement du no-code sur des produits. On commence à avoir du product market fit. Et l'idée, ça va être justement maintenant d'arrêter le no-code et de passer ces produits sur du code propre. Et c'est justement un des enjeux à venir. Merci beaucoup. Qui pense que maintenant que l'assurance peut être un produit sexy? Bon, voilà, on a la réponse. Merci beaucoup, Luco. Merci.